Voilà, voilà. Eh bien, je continue mes réflexions à partir de cet ouvrage de Giorgio Colli, La naissance de la philosophie. Voilà. Et donc, c'est en lien avec la théorie que je développe sur le site internet mécaniqueuniverselle.net, qui essaie de démontrer que l'humanité, progressivement, évolue dans son ensemble, hein, c'est l'ensemble humain. C'est comme si l'ensemble humain était une grande famille, d'ailleurs c'est ce qu'elle est en réalité, cette grande famille de l'humanité qui n'en a pas conscience d'être une famille, c'est pour ça qu'on se bat, qu'on se tue, qu'on se massacre, qu'on se maltraite, et tout ça, ça passera. C'est quelque chose que le futur finira par abolir, cette violence, cette maltraitance. Il ne restera que l'amour entre les êtres humains, la bienveillance, le respect, la fraternité, la paix universelle. Voilà. C'est ce qui attend l'humanité et c'est ce que nous construisons sans le savoir. On n'est pas conscient qu'on construit cette, cet état d'ultime perfection, parce que je dis toujours ultime perfection, parce qu'en fait nous sommes toujours parfaits, l'humanité est toujours parfaite au présent, parce qu'elle ne peut pas être autre chose que ce qu'elle fait. Ce que nous appelons les imperfections, c'est sa façon d'évoluer. Elle ne peut pas évoluer autrement que comme elle évolue. Il faut qu'il y ait la présence du bien, de ce que nous appelons le bien, le mal, etc. La présence euh, de, de, des échecs, des tentatives, des échecs, des reconstructions, la présence de la guerre, de la paix, de la fraternité, de l'entraide et de l'égoïsme. Enfin bref, toutes ces dimensions sont le moteur de l'humanité vers sa perfection. Il faut tout ça pour aller vers la perfection. Voilà. Et donc, mais nous sommes parfaits dans le présent, même avec ce que nous imaginons comme étant des imperfections. C'est une illusion de penser comme ça. C'est notre façon de travailler les choses, mais ce n'est pas des imperfections. Comme ce que nous sommes à un certain âge est le fruit total de ce que nous appelons nos imperfections, nos erreurs, nos échecs, je ne sais pas, et en fait, ça n'est pas des échecs, puisque ça sert exactement à ce que nous sommes. Voilà, ce que les erreurs que j'ai commises, les échecs que j'ai eus dans ma vie, tout ce que je peux me reprocher d'avoir loupé, d'avoir voilà, d'avoir eu peur de, etc., etc. Comme si voilà, on peut utiliser des termes. J'ai été lâche, là, j'ai pas, au lieu de, j'ai eu des opportunités, par peur, je ne les ai pas pris. Ben oui, mais c'est comme ça que je devais faire pour être ce que je suis aujourd'hui. La mécanique universelle, par exemple, ce site, mon travail, qui est en ligne depuis 23 ans, et ben, est le fruit de tout ce que j'ai vécu dans cette enfance, par exemple, qui a été une des, pour globalement, on pourrait dire, de la maltraitance, voilà, de la violence, etc., etc., subie. Et, et ben, sans tout cela, je ne serais pas ce que je suis. Et en fait, mon œuvre est le résultat de ça, comme l'œuvre de Victor Hugo ou de Vincent Van Gogh est l'œuvre de son enfance et de son adolescence et de ses relations et de ce qu'il a peut-être estimé comme des échecs. Il a peut-être pensé que
il était bon à rien, parce qu'il ne vendait pas de toile, voilà, ou quoi que ce soit. Et on peut le voir de Baudelaire, de Rimbaud, de qui que ce soit. Et en fait, ce qu'ils sont, ce qu'ils ont réalisé à la fin de leur existence, si on prend chaque être humain à la fin de son existence, il est la somme de tout ce qu'il a vécu. Et donc, tout ce qu'il a réalisé, c'était ce qu'il devait réaliser. Et on ne peut pas échapper à ça. Donc, il n'y a pas d'erreur en réalité. Et pour l'humanité, c'est la même chose. Elle devait passer par toutes ces périodes. Ce qu'on a vécu au XXe siècle, par exemple, les deux guerres catastrophiques et les pires choses que l'humanité peut-être avait atteint au niveau de la violence, au niveau de l'indécence, au niveau du racisme, au niveau de la technologie mise au service du pire, etc., etc., du mépris d'autrui, tout un tas de choses, de l'eugénisme, bref. Tout ça, eh ben, ça devait se réaliser comme ça. Il n'y a pas, une fois que c'est réalisé, une fois qu'une chose est réalisée et qu'on ne peut pas revenir en arrière, elle devait se réaliser et donc apporter son lot de choses. Le pire, ce qui a été vécu, et le meilleur, ce qu'elle a obligé à faire à la sortie de la guerre. Et peut-être aussi ce qu'elle a obligé à faire pendant la guerre, c'est-à-dire que l'ensemble humain a dû se réunir pour terrasser ce qu'on appelle le mal. Le mal absolu, par exemple. Voilà. Et donc, ça nous a obligés à nous fédérer, donc commencer à nous fédérer. Ça a obligé à la fin de cela à créer justement l'organisation des Nations Unies, les tribunaux internationaux ou les tribunaux pour les crimes contre l'humanité, etc., etc. Donc tout ça, c'est le résultat de ce qu'on voit comme le mal. On doit le décrire tel quel, c'est légitime, puisqu'il faut choisir plutôt le bien que le mal. Voilà, c'est comme ça que l'humanité se fait. Donc on a dû distinguer ce que nos cousins primates ne font pas, par exemple. Ils ne distinguent pas en termes de bien et de mal, mais leur instinct les oblige à agir d'une telle façon, par exemple, s'arrêter, de mordre quand le dominé tend son cou, le dominant pourrait mordre, torturer, faire du mal, etc. Et il ne le fait pas. Donc il y a un instinct qui l'empêche. Cet instinct est devenu notre morale, est devenu nos lois, etc., etc. Et donc nous en sommes là. Alors, donc, moi je m'appuie, pour démontrer cette théorie, je m'appuie sur des ouvrages de temps en temps. Et là, par exemple, je m'appuie sur cet ouvrage de Giorgio Colli, La naissance de la philosophie. Alors, je lis le début des chapitres, voilà, mais juste pour prendre, c'est un prétexte, c'est pas une analyse de ces ouvrages, je n'en ai pas les moyens, mais c'est un prétexte pour préciser plutôt ma théorie. Voilà, je prends appui sur ces, comme si c'était un dialogue en somme. Alors, agonisme et rhétorique. Nous avons dit que les apories de Zénon attendaient encore d'être réfutées. Si cela est vrai, le logos zénonien représente un sommet de la théorie, de la raison, peut-être le point extrême de la rationalité grecque. Dans ce cas, une confrontation s'impose
entre cette raison destructrice et la raison constructrice, telle qu'elle est conçue par la philosophie moderne. Quoi qu'il en soit, il est important de mettre en relief une équivoque qui a toujours obscurci la compréhension de la rationalité grecque. Les sages de cette époque archaïque, et cette attitude durera jusqu'à Platon, comprenaient la raison comme un discours sur le quelque chose d'autre, un discours sur quelque chose d'autre. Un logos qui précisément dit seulement, exprime une chose différente, hétérogène. Ce que nous avons dit de la divination et de l'énigme aide à comprendre cela. C'est précisément ce fond religieux, cette expérience d'exaltation mystérique que la raison tend à exprimer de quelque manière à travers la méditation de l'énigme. Voilà, donc la pensée, c'est bien ce que je pense depuis 20 ans, depuis que je développe la mécanique universelle, c'est que le fond est spirituel. Le fond est une expérience spirituelle. La pensée vient de l'expérience spirituelle qui a été réalisée par les premiers hommes. Par les premiers hommes, voilà, il y a peut-être 10 000 ans, 15 000 ans, 20 000 ans, des êtres humains ont fait des expériences d'extase. C'est une obligation en somme, parce que l'extase, c'est pas né des religions. L'éveil, par exemple, dont parle l'hindouisme, le nirvana, l'éveil, qui est proposé comme une pratique, ça a été peaufiné, bien entendu, par l'hindouisme, puis par le bouddhisme, etc. Et pareil, de l'autre côté, l'extase, la béatitude, ça a été, ont été compris tout à fait par les religions qu'on peut ramener du côté occidental, par exemple, avec le judaïsme, le christianisme, l'islam. Donc, ces expériences-là, elles ont été peaufinées par les grandes religions, mais elles existaient à l'origine. Elles étaient, peut-être après avoir pris des champignons sans le vouloir, etc., ou après une grande fatigue, ou après après s'être senti mourir et puis revenir à la vie et avoir vu ce que n'importe quel mourant, la plupart du temps, exprime dans les expériences de mort imminente. Je vois un tunnel, etc. Voilà, la lumière au bout. Voilà. Donc, ces expériences-là, elles appartiennent à l'humanité en réalité. Mais elles appartiennent peut-être aussi à nos cousins primates. Ils les font. Et sur la mécanique universelle, je dis que les baleines ont déjà atteint cet état d'extase que nous cherchons à atteindre, cet état d'extase généralisé, je veux dire. Parce que c'est ça la perfection vers laquelle l'humanité évolue. C'est la possibilité d'expérimenter, de vivre l'extase qui est une contemplation absolue. Mais ça, c'est le corps. Donc, bien sûr que les religions ont sophistiqué, ont amélioré, ont permis aux hommes d'aller expérimenter ces états avec des techniques bien précises, etc., qui sont bien négligées dans le moment matérialiste que nous sommes. Mais en tout cas, c'est ça. Et donc, c'est bien ce que la naissance de la philosophie, dont on parle là, elle est née avec ces expérimentateurs, avec les sectes pythagoriciennes, avec les mystères d'Éleusis, avec etc., etc. Voilà. À cette époque-là,
ces expériences étaient pour aller vers la connaissance, pour comprendre encore plus, parce que c'est dans cet état-là, évidemment, on comprend, au moins quand on sort de ces états-là, on a compris des choses que la conscience ordinaire ne comprend pas. La fusion avec le tout, qu'on appartient au tout et que tout est harmonieux, que tout est parfait, que tout est là. Par exemple, quand on est dans l'état d'extase, pour avoir fait l'expérience, on l'incarne, on le sent dans notre chair, cette logique. Donc on est dans une compréhension différente. Et c'est ce qui était recherché par ces premiers philosophes qui ont qui ont amené à la philosophie plus rationnelle des Socrates, des sophistes, des Platon et puis des Aristote plus tard. Voilà. Mais ce fond est religieux. Donc ce que nous avons dit de la divination et de l'énigme aide à comprendre cela. C'est précisément ce fond religieux, cette expérience d'exaltation mystérique, et les mots ne sont pas dits au hasard, que la raison tend à exprimer de quelque manière à travers la médiation de l'énigme. Par la suite, cette poussée originelle de la raison a été oubliée. Voilà, plus tard, à partir de Platon, même si c'est là encore, hein, parce que Platon, il en parle de cet amour absolu, voilà, c'est déjà là, mais on rentre déjà dans le matérialisme. On commence à se déconnecter du spirituel, à se déconnecter de la fusion avec le divin, pour rentrer dans le rationalisme, pour pouvoir construire cette humanité techniquement. Il fallait que la société occidentale, plus précisément, se déconnecte du spirituel pour faire passer ce matériel, pour qu'on puisse créer ce progrès technique sans entrave, sans cette entrave du spirituel qui est là pour dire mais vous vous trompez, c'est de l'illusion tout ce que vous faites, c'est pas la peine, c'est pas ça la réalité. Ils ont raison, les spirituels, en disant ça, mais on devait ne pas les écouter pour pouvoir construire cette humanité techniquement. On en avait absolument besoin, parce qu'il fallait arriver à ce que nous sommes aujourd'hui, par exemple, c'est-à-dire la possibilité de dialoguer entre un Inuit et un Africain du Sud, un Américain et un Européen, un Asiatique et un Africain. Donc, par exemple, puis voyager comme ça, faire tisser cette toile qui réunit cette humanité. Il fallait qu'on aille vers ça. Si on avait écouté que le religieux, on n'aurait pas avancé certainement dans le progrès, au moins pas avec cette rapidité. Il a fallu se déconnecter du spirituel. Donc c'est parfait en réalité, cette déconnexion. Elle était, voilà, il fallait que ça se passe comme ça. Donc il n'y a pas d'erreur en fait. Par la suite, cette poussée originelle de la raison a été oubliée. On n'a plus compris sa fonction allusive, le fait qu'il lui incombait d'expérimenter un détachement métaphysique, et on a considéré le discours comme s'il avait une autonomie propre, comme s'il était le simple miroir d'un objet indépendant, sans arrière-plan, appelé rationnel, ou comme s'il était lui-même une substance. Voilà, je vais arrêter là, mais c'est bien ça. On a rationalisé la pensée. Il a fallu le faire, c'était une nécessité pour construire l'humanité. Mais maintenant qu'on est proche
la finalité. Il reste quelques siècles d'évolution, mais vers cette ultime perfection. Mais là, on voit que le spirituel est en train de revenir à la charge. Voilà, parce que c'est comme ça que se produit l'humanité. La période que nous avons vécue, les 100 ans que nous venons de vivre, des années 20 à maintenant, par exemple, des années 1920 à 2020, était rationnel, était en Occident, et en fait, c'est ce qu'on a essayé de répandre sur l'ensemble de la planète. Sauf que, grâce à Dieu, entre guillemets, la plupart des civilisations anciennes, les grands-pères de ces jeunes nouveaux arrivants, là, qui étaient les États-Unis, même l'Europe et tout, qui arrivaient avec en disant bon, vos pensées, elles servent à rien, c'est pas comme ça, c'est pas maintenant, c'est la Dieu, bon voilà, jusqu'à l'apothéose, Dieu est mort, la mort de Dieu, etc. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais retravailler derrière sur un livre qui parle de Nietzsche. Et donc, il a fallu que l'adolescent turbulent qu'étaient les États-Unis, l'Europe, ait dit à son père, quoi. Nos pères, c'est l'Afrique, c'est l'Inde, c'est la Mésopotamie, c'est la Perse, c'est voilà tous ces mondes traditionnels qui ont préservé la tradition, qui ont préservé des fondements en fait spirituels. On leur a dit mais vous comprenez rien, c'est pas voilà il faut suivre notre modèle. L'important c'est ce qu'on propose, la technologie, le progrès, la consommation, etc., etc. On voit bien que il fallait le faire. On est parti dans l'excès et cet excès permet de ramener le spirituel sur le devant de la scène. Voilà. Et donc c'est clair que le 21e siècle sera vers sa fin spirituelle, va vers le spirituel. Voilà, je vous remercie de votre écoute. N'oubliez pas de mettre des pouces si vous pensez que ça a quelque importance, quelque intérêt, des pouces, de vous abonner, de mettre des commentaires si vous voulez, j'y réponds. Et puis d'en parler autour de vous, et puis surtout de vous interroger sur cette idée. Est-ce que l'humanité va vers sa perfection? Qu'est-ce qu'on peut en penser? Voilà, merci. Et vos commentaires sont les bienvenus et vos critiques aussi, n'hésitez pas.